troisième tour de table. Donc j'appelle les trois personnes, Franck Guillou, Laurent Géronimi et Jean-Luc Deconcan pour terminer effectivement ce troisième. Asseyez-vous, hein. Restez pas debout. Alors on a un petit peu débordé sur le temps, mais enfin bon, voilà, tout ce qui se dit est intéressant, on est en train de rattraper. Donc là, on a vu donc la réglementation, on a vu des témoignages, des questionnements, et là on arrive finalement dans des entreprises qui se structurent et qui apportent des solutions. Alors là, on a deux entreprises partenaires, Air Solutions qui apporte déjà un accompagnement, Optimum Automotive, et vous allez nous parler. Et puis là, on l'a mis de côté parce qu'en fait, c'est un utilisateur des deux prestations. Hein. Alors à la fois, vous êtes client de ces entreprises, mais à la fois, vous êtes aussi un prestataire qui apporte des solutions, puisque vous apportez des solutions, en fait, rapidement, vous pouvez le dire, mais à des associations et à des administrations, c'est ça? Oui, bonjour. Donc Apogée est une structure de mutualisation d'achat. Donc on n'achète rien, on vend rien, mais on représente une puissance d'achat pour le monde des associations. On est hier soir à 9536 associations. Pour vous donner un chiffre ou deux, sur les 2000 premiers sirènes qu'on a vérifiés, au niveau du SIV, on est à plus de 40 000 véhicules. Donc si on extrapole, on représente un nombre assez conséquent de véhicules. Aujourd'hui, ces associations, alors c'est très bien tout ce qui s'est dit, j'ai appris beaucoup de choses, j'en ai complété d'autres. On va s'apercevoir que ces associations sont mal loties en fait, parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à des réglementations qui se mettent, qui évoluent, mais qui ne tiennent pas compte des réalités, ni parce que on n'est pas tous en plein milieu de Paris ou de Lyon, Marseille, Bordeaux, enfin toutes ces grandes agglomérations, et puis accessoirement les besoins en mobilité qu'ils ont ne sont pas pris en compte ou ne sont pas encore pris en compte. En fonction de leur activité notamment. Voilà. Alors je vais vous couper là, mais je vous redonnerai la parole après, parce que c'est intéressant de se dire finalement, voilà un point de la mobilité auquel on ne pense pas, le secteur associatif, le secteur qui est une valeur ajoutée importante de notre économie, mais on passe plutôt entreprise structurée, on ne pense pas association, donc ça va être extrêmement intéressant. Alors messieurs, vous intervenez auprès d'entreprises, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les solutions que vous proposez? Donc je vous donne la parole. Air Solutions déjà, alors peut-être présentation rapide de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. Air Solutions Expertise. Donc sur cette partie-là, la structure est un cabinet d'expertise automobile, donc comme l'ensemble de nos confrères ici, et qui va apporter des solutions de l'expert automobile à disposition des gestionnaires de flotte directement pour tenter de traiter un certain nombre de problématiques, puisqu'on en a entendu, elles sont nombreuses. On n'a pas vocation à tout faire, mais voilà la structure aujourd'hui sur la partie Air Solutions Expertise qui a mené un partenariat qu'on va un peu expliquer. Je laisse Laurent. Oui, bonjour à tous. Donc côté Optimum Automotive, on est, on en parle depuis tout à l'heure, un télématicien. Et donc on est un télématicien qui travaille aujourd'hui sur la France, sur d'autres pays en Europe, en Afrique et maintenant en Amérique, notre métier de base, c'est la télématique, évidemment, mais depuis longtemps, on a pris conscience que les différents clients avec lesquels on travaille, privés, publics, associatifs, nous demandent justement de capter de la data, de leur mettre à disposition, et on a tout de suite pris conscience, et c'est l'exemple qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est que les besoins à l'intérieur de l'entreprise sont conséquents, on a dit RH, exploitation, RSE, etc. Et donc notre motivation, c'est de faire parler cette data et de la mettre à disposition des différentes personnes qu'on va voir, avec qui on va travailler au sein des entreprises, des associations, etc. Donc là, vous avez déjà des réponses à apporter par rapport à tout ce qui s'est dit avant? Oui, c'est-à-dire qu'on essaie d'être d'abord un point d'entrée pour tous nos clients, c'est-à-dire aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, ils sont la plupart du temps en cécité, c'est-à-dire qu'on leur demande de faire beaucoup de choses. La donnée de base, la data de base, ils ne l'ont pas forcément. On n'a pas eu tableur Excel. Enfin, l'exemple de Xavier tout à l'heure, pour moi, est flagrant. À chaque fois qu'on va nous rencontrer un client, quel qu'il soit, alors moi, je m'occupe plutôt de la partie grand compte avec mon équipe, mais on a des monopossesseurs, on a des clients qui ont plusieurs milliers de véhicules chez nous. À chaque fois qu'on échange avec eux, la première chose qui me frappe toujours, c'est qu'ils ont un parc de véhicules à la route. Ils ne les voient pas, souvent. Ils ne voient encore moins les conducteurs. Ils ont une vague idée du kilométrage. Ils ont une vague idée des usages. Et finalement, nous, on vient juste mettre un coup de projecteur sur vraiment les remettre au centre de la data. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'anecdotes. Il nous arrive parfois de déployer des boîtiers de télématique. En première monte, on en parlait. En seconde monte, on verra après. Et souvent, le client, quand on va lui donner les réponses sur voilà les usages, voilà comment ça se passe dans votre entreprise, la première chose qu'il nous dit, c'est votre système ne marche pas.
Mais si, il marche. Les véhicules, pour certains, ne bougent pas pendant une semaine. Pour d'autres, ils vont faire beaucoup plus de kilomètres que vous envisagez. C'est la surprise, quoi. Exactement. Et c'est souvent d'ailleurs des mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée qu'ils s'en font, et puis il y a la réalité. Des anecdotes comme ça, j'en ai énormément. Et puis après, nous, notre objectif, c'est, OK, une fois qu'on a collecté cette data, comment accompagner, et c'est là qu'on travaille beaucoup aussi avec Air Solutions, comment accompagner ces entreprises, ce secteur privé, public, etc., à mettre en place, sous le prisme RSE, exploitation, TCO, encore une fois, c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent peut-être prioriser, comment derrière les aider à mettre en place des outils. On a parlé d'autopartage et de covoiturage, on a parlé d'avantages en nature, on a parlé de comportement de conduite. Tout ça, ce sont des sujets que finalement, sur lesquels on va essayer d'amener des réponses. Et on va donc mettre en place cette data, parce que c'est ce qu'on voit sur le slide. C'est d'abord et avant tout un enjeu économique. Encore une fois, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, on peut dire ce qu'on veut, mais nous, quand on va rentrer avec un client, ils vont d'abord faire le parallèle entre ce qu'on va leur coûter et le ROI que cela va générer. Donc si on ne fait pas ça, de toute façon, ils vont toujours avoir du mal à convaincre. Même si eux sont convaincus, il faut toujours se dire que quelque part, ce sont nos clients qui vont aller vendre eux-mêmes à leur direction, notamment. Et puis après, il est important de se dire que le collaborateur, c'est encore un exemple qu'on a tout à l'heure, à un moment, si on veut l'embarquer, il ne faut pas qu'il subisse. S'il ne veut pas subir, à un moment, il faut qu'on lui donne une vraie data, une bonne data sur son comportement, pour pouvoir après lui dire, toi, tu es éligible à l'électrification, toi, tu ne l'es pas, mais j'ai peut-être des solutions à t'apporter. Et si on ne fait pas ça, effectivement, il y a le ventre mou dont parlait Xavier tout à l'heure, il y a ceux qui vont forcément être, qu'on va embarquer sans problème, et puis il y a ceux derrière qui vont être réticents, parce que finalement, ils ont l'impression de subir. Et nous, l'objectif, vraiment, c'est de donner des clés à ces gestionnaires pour qu'ils ne subissent, enfin, pour convaincre ses collaborateurs. Et donc, on va le faire, nous, en mettant à disposition plein d'outils, mais surtout en s'appuyant sur des partenaires. On parle d'Air Solutions. Apogée est un exemple également, puisqu'ils sont aussi flitteurs dans leur métier. Donc, pour aller ensuite accompagner ces entreprises pour répondre à leurs besoins économiques et puis être plus efficaces. Il y a une accélération, en fait, depuis peu, parce que ça, vous le faites depuis un certain temps, mais on va dire que toute la réglementation, toute la LOM, tout ce qui est là, accélère sur certainement Absolument. besoins. Et puis surtout parce que nous, on s'est remis en question. Notre objectif, c'est pas simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, au départ, on géolocalisait, comme tout le monde, on va dire. Nous, on a tout de suite pris le prisme de se dire, le sujet, il n'est pas là. Et encore une fois, sur les grosses structures, 90% de mes clients grands comptes, on ne parle jamais de géolocalisation parce qu'il n'y en a pas besoin. Par contre, l'idée, c'est vraiment de se dire, on parle de TCO, on parle de TCD, driver, comment adapter le TCM, parc, en fait. et comment avec tout ça, on va adapter le parc et les usages. Franck, par rapport aux présentations, enfin aux solutions que vous apportez, je complète les propos de Laurent, mais effectivement, le point clé ici, c'est que, et Xavier en parlait, et on en est tous conscients, c'est que les règles changent. Et en tant que gestionnaire de flotte, on prend des décisions sur des échéances relativement longues, 3 à 5 ans, qui sont les durées de détention moyennes en parc. Et entre les deux, les règles changent. Ça, c'est le premier point que Xavier remontait. Le second, c'est est-ce que j'ai réellement, c'est ce que disait Laurent, est-ce que j'ai réellement connaissance de l'usage de mes véhicules ? C'est la première chose. Et la deuxième chose, une fois que je sais à peu près comment ils sont utilisés, est-ce que je connais réellement les coûts qui sont associés ? Et donc, les endroits sur lesquels je peux demain m'appuyer pour réaliser des économies optimisées. Parce qu'on parle beaucoup de CO2 depuis tout à l'heure, on peut changer les mobilités, il n'y a pas de sujet. Mais le premier axe pour diminuer le taux de CO2, c'est bien de limiter la production, donc potentiellement aussi de revoir les usages en entreprise. Alors ça peut être de l'autopartage, ça peut être du covoiturage, ça peut être aussi de l'optimisation de tournée. Donc il y a tous ces leviers-là. Et là où nous, on rajoute une brique, parce que les data, oui, et on en a à plus savoir quoi en faire. La deuxième, c'est comment est-ce que je transforme cette data-là au quotidien dans une action concrète. Et pas simplement, oui, tous les lundis matin, j'ai reçu mon rapport en me disant, tiens, j'ai un tout petit peu moins consommé à l'échelle de ma flotte la semaine dernière, je suis super content. D'accord, et la semaine d'après, j'ai un peu plus consommé, je suis un peu moins content. Mais comment est-ce qu'au quotidien, et c'est à cet endroit-là que nous, on intervient, c'est de préconiser et mettre en œuvre des actions au concret qu'on va dérouler tout à l'heure. Oui, et pour rajouter sur ce que tu viens de dire, dans nos outils, par exemple, nous mettons tout simplement à disposition des clients le avant-après. C'est tout simple de leur mettre un comparatif sous les yeux en disant votre flotte, elle fait tant de kilomètres aujourd'hui, elle consomme tant de CO2, elle consomme tant de carburant, etc. Mettre en place des outils pour suivre, justement, c'est ce que disait Franck,
Et demain, qu'est-ce qu'elle va finalement vous coûter? Qu'est-ce qu'elle va consommer? Donc c'est vraiment à un moment de leur mettre le nez dedans en leur disant on va vous aider, on va vous amener des éléments simples de comparaison du avant-après. Ça c'est important. Si on ne le fait pas, finalement à la fin ils ne savent plus pourquoi ils achètent de la data. Et moi c'est tout ce que je veux éviter. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Franck, c'est que nous on va capter la donnée, on va mettre à disposition des différents clients des services, mais après il faut les accompagner pour pouvoir comprendre et analyser ces datas, parce qu'encore une fois, là on parlait tout à l'heure, on parlait d'un microcosme, on est privilégié, etc. Des gestionnaires de parc comme Xavier, je rencontre jamais. C'est-à-dire que la majorité de nos clients, encore une fois, ils ont entre 1 et X milliers de véhicules. La majorité, c'est plutôt 50, 200, 300. Là, je parle déjà du public, ils s'y connaissent un petit peu. Pardon, du privé, excusez-moi, c'est un lapsus. Ils s'y connaissent un petit peu. Dès qu'on va parler d'associations ou de secteur public, souvent ils ont encore moins de formation, donc il faut vraiment les accompagner, ces gens-là, ils sont perdus. Pourquoi pas de gestionnaire comme Xavier? Parce qu'il est déjà au fait de tout ça. Quand on l'entend, il est déjà très mature. Évidemment qu'on va l'accompagner, et c'est ce qu'on fait déjà avec Franck, mais les questions qui se posent aujourd'hui sont, si je devais mettre des niveaux, 1, 2, 3, il est déjà au niveau 3. Et les entreprises, en général, elles se trouvent où, si vous aviez une moyenne en France? Alors déjà, encore une fois, tout dépend à qui on s'adresse. Non, mais en général... En général, on est plutôt sur un niveau 1. Enfin, je rencontre des fois des clients qui me disent « J'ai commandé des véhicules électriques. Super. Sur la base de quoi? Je ne sais pas. » Oui, donc c'est la réalité, ça. Mais ça, c'est la réalité. La LOM, vous connaissez? Vaguement. Et en plus, ils ont peur de porter les messages en interne parce que, n'ayant pas forcément toutes les connaissances et les compétences, je ne les accable pas, ce n'est pas un jugement, mais n'ayant pas ces connaissances-là, il n'ose pas aller porter les sujets. C'est exactement l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure, où il va prendre les sujets et les porter. Eux, ils ont besoin d'être accompagnés, souvent par des gens comme nous qui sont à côté, pour pas, en gros, se prendre la foudre si demain, ils devaient l'expliquer. Donc, ils ont besoin de ça. Il faudrait que vous attaquiez vraiment les chefs d'entreprise. Oui. On avance sur votre présentation. Oui, alors ici, on est sur une pratique qui est liée à notre métier premier, qui est l'expertise automobile, c'est-à-dire qu'on va intervenir pas sur le choix du véhicule ou sur son impact direct CO2, on va s'interroger et animer tout ce qui tourne autour des dommages au véhicule. C'est ce que disait Xavier au final, derrière les dommages, c'est la prévention du risque routier, et c'est ça qui fait réagir beaucoup de structures de par des obligations légales qui sont quand même faites. Mais derrière tout ça, l'élément clé, c'est le conducteur. Et on aura beau tourner le problème dans tous les sens, tant que nos véhicules ne sont pas tous autonomes, et à première vue, ce n'est pas pour tout de suite, c'est bien le conducteur qui est principal acteur. Pas systématiquement responsable, mais en tout cas acteur. Et c'est autour de lui que l'on doit pouvoir travailler, embarquer, discuter pour que son comportement s'améliore progressivement. Mais on peut le faire que si on a connaissance de son réel comportement. Et là, c'est un cas concret d'usage de la remontée de données. On prend, tout à l'heure, Leslie parlait de la problématique qui était remontée par l'Observatoire d'Arval sur les fameux câbles de recharge sur les véhicules hybrides rechargeables qu'on retrouvait en restitution dans le fond du coffre, encore emballés dans le sac d'origine. Donc effectivement, on découvrait après coup, donc au bout de 24, 36, 40 mois d'utilisation, qu'il s'était passé quelque chose. Les services généralement comptables s'étaient interrogés sur le fait que les factures du prestataire carburant avaient flambé, mais on subissait. Aujourd'hui, on parle de déployer des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Assurons-nous de savoir dans quel état d'utilisation les véhicules sont au quotidien et accompagnons le conducteur. On sait que sur les véhicules électriques qui ont, de par leur technique, un comportement dynamique relativement différent, on sait aujourd'hui que ça fait le bonheur de certains prestataires pneumatiques. Parce qu'on a une surconsommation de pneumatiques, en tout cas sur les premiers kilomètres, parce qu'on s'amuse un peu plus. Est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de lire et prédire dans ces cas-là des actions concrètes et de communiquer avec le conducteur en disant attention, ton comportement dynamique n'est pas en lien avec on va dire une consommation raisonnée. Et donc derrière ça aussi s'assurer, parce que le croisement de données, on le connaît tous, hein, on a tous dans nos équipes un conducteur qui a des problématiques de pare-brise à répétition, de surconsommation, de pneumatique, et qui change d'ailleurs sa tablette 2 fois par an et qui a besoin d'un smartphone tous les 6 mois. Bon. Donc tout ça fait qu'on est dans un environnement où là, et ce que disait Xavier, la pyramide des risques est importante à prendre en compte, c'est de se dire il faut stopper cette montée en risque et intervenir auprès du collaborateur concerné. Mais on pourra le faire que si on a des données. Je ne vais pas simplement venir voir Laurent arrête de mal conduire. Sur quelle base, sur quel élément tu dis? Quel lui ou moi? Toi, je te Ouais, regarde, parce qu'on sait que tu conduis mal. Ouais.
Non, mais si je viens par contre avec quelque chose d'assez ludique pour te remonter régulièrement des données et que toi-même tu commences à avoir des informations sur ton comportement, instinctivement on va jouer le jeu. Alors de nouveau, je reprends aussi, on est sur des changements de comportement, donc on est sur des temps longs. Hein. On n'a pas une baguette magique demain matin, c'est pas parce qu'on va activer des services que l'on propose que 3 jours après la sinistralité a baissé, que le CO2 a baissé et que j'ai mis 90% de véhicules électriques. Donc c'est cette partie accompagnement et communication qui reste essentielle là-dedans. Oui, et je vais prendre l'exemple on parle depuis tout à l'heure de véhicules hybrides avec le câble dans le coffre. Le conducteur, encore une fois, si on ne l'embarque pas, nous, par exemple, dans nos outils, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple connecter un véhicule thermique. On va relever les usages. On va proposer au client de mettre en éligibilité un conducteur ou pas. En gros, en fonction de ses usages, est-ce qu'il est éligible ou pas à l'électrification ou à un véhicule hybride, par exemple. Et puis derrière, on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire que l'intérêt de la data, c'est qu'on va pouvoir dire au client, votre collaborateur, vous l'avez mis, par exemple, un véhicule hybride entre les mains, on sait vous dire s'il recharge ou pas. S'il ne recharge pas, il y a une problématique. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'adhère pas. Et donc, nous, notre métier, c'est ça, c'est un moment de poser la data sur la table et de dire aux clients, vous avez, c'est pas de l'angélisme, hein, mais c'est de leur dire, ok, vous avez certainement une démarche d'entreprise qui est saine, vous mettez ces véhicules à disposition, et ben, le câble est toujours dans le coffre. Et nous, on sait vous montrer que le câble est toujours dans le coffre. Donc votre prestation consiste à attirer l'attention du client. Oui, vous analysez la donnée et vous la attirez sur notre. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va cadrer avec lui ce qu'il veut voir et on va l'alerter sur ce qui sort du cadre. Et l'alerter sur ce qui sort du cadre, c'est un moment peut-être prendre la main de collaborateur en disant écoute, tu as un véhicule hybride, est-ce qu'il faut peut-être te former? Donc, et aussi, ils se remettent en question, ils disent voilà, je les ai peut-être pas assez accompagnés. J'ai encore le souvenir dernièrement d'avoir fait un lancement chez un conseil général où ils ont mis en place un système d'autopartage avec notre système d'ouverture digitale sans clé et avec des véhicules électriques. Les premiers collaborateurs que j'ai vus arriver n'avaient jamais conduit de véhicule électrique et n'imaginaient pas qu'on pouvait démarrer un véhicule sans clé. Donc on s'est retrouvé devant des personnes qu'on devait embarquer. Tout à l'heure on parlait du sacro-saint, un véhicule, une personne. Eh ben, ils se sont retrouvés devant quelque chose qui les dépassait quelque part. Donc il a fallu qu'on les prenne par la main et qu'on les amène et qu'on les rassure. Et tout ça, c'est du temps qu'on y passe. Souvent, les clients ne se rendent pas compte aussi de ce que ça leur demande. Hein. Et donc, il faut qu'on y passe du temps pour les accompagner. Et après, on les rassure. Encore une fois, on va cibler d'abord ceux qui sont vraiment volontaires et on va en faire des ambassadeurs. Là, vous êtes intervenu après coup. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a mis en place le système sans se poser la question si le système allait être compris par ceux qui allaient l'utiliser. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on a travaillé à mettre en place la solution d'autopartage et de covoiturage au sein du département. Mais quand on est venu le déployer, en fait, on s'est rendu compte que le problème était plus complexe que ça, finalement. Il fallait remonter sur la personne. Oui, là-dessus, ce qu'on voit ici, l'acteur clé, la sécurité, le confort et la réglementation, la législation qui est portée par les entreprises. Mais sur les solutions adaptées, c'est pareil, en complément de ce qu'on disait, diminuer le coût de sa flotte, diminuer l'empreinte CO2, diminuer son risque routier. La première chose, c'est de faire en sorte que progressivement, on ait tendance à rouler moins. Et quand vous rentrez en contact avec une flotte qui nous dit oui, il faut que je maîtrise, mon objectif étant d'optimiser mon coût, bah, la première chose, c'est de dire si vous avez 500 véhicules, bah, passez à 520. Et mécaniquement, vous allez faire des économies, vous allez diminuer votre risque et votre empreinte CO2. C'est inentendable de dire si je diminue mon nombre de véhicules, je ne vais plus avoir mes services garantis, mes collaborateurs ne vont plus pouvoir circuler. Donc on le fait un peu différemment, c'est de se dire justement, on revient sur la captation de données. On va dans ces cas-là faire un audit chez vous de réel. On va connecter vos véhicules pendant une période plus ou moins longue et on va regarder ce qui se passe réellement. J'ai un exemple en tête aujourd'hui de véhicules qu'on a connectés avec les outils de chez Optimum Automotive et sur lesquels on a interpellé 3 fois le service technique de chez Optimum en leur disant il y a un problème, c'est que là, donc c'est pas des véhicules qui étaient connectés au constructeur, donc on a installé les boîtiers dedans, le boîtier fonctionne pas. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, on fait des réinitialisations, on rappelle la personne en charge du parc. Si le boîtier est bien dedans, il clignote et tout va bien et tout. Et donc la question qui vient juste derrière, c'est est-ce que le véhicule circule? Ah bah depuis la semaine dernière, non. Vous m'avez dit de mettre la prise la semaine dernière, j'ai fait. Le véhicule ne circule pas. Donc c'est aussi une lecture, c'est de rien recevoir, c'est une information qui va être très importante à utiliser pour la mission de conseil. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on va pouvoir démontrer, chiffre à l'appui, que vous êtes capable de réduire de 8 à 10% le nombre de véhicules roulants sans diminuer votre capacité Ils ne sont pas utilisés. Voilà. Donc toutes les conséquences positives qui sont cachées derrière.
Donc le comportement, et c'est là où on revient, c'est que le comportement toujours du conducteur, il est lourd de conséquences, parce que si vous n'avez pas matérialisé tous les indicateurs clés autour de l'utilisation du véhicule qu'on représente ici, ce fameux TCO. Alors c'est pareil, le TCO, qu'est-ce qu'on y met? Parce que on en parle très souvent. On prend 10 entreprises, on aura 10 définitions de TCO différentes, qui sont liées à leur propre organisation et à leur façon de gérer leur parc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de réellement mesurer pour réellement réagir, et pas systématiquement subir. Et c'est pourtant ces endroits-là où les gestionnaires de flotte reviennent régulièrement, c'est de se dire, bah oui, on subit. Alors il y a quelque chose qui pique tout le monde chez les gestionnaires de flotte, c'est les restitutions. Alors vous leur dites ça, vous les énervez pour une demi-heure, et ils sont tous agacés dans tous les sens. Et il y a des bonnes raisons et des mauvaises. Mais ces restitutions-là, c'est quelque chose qui peut s'appréhender dans la durée et en amont. Nous, c'est une phrase qu'on ressort régulièrement, mais une restitution, ça ne se prépare pas 2 jours ou 2 semaines avant l'arrest. Ça se prépare depuis la mise en place le du véhicule. deuxième jour de la mise à la route du véhicule, ça y est, on va agir, on va surveiller, on va piloter. Et c'est à cet endroit-là que la plus-value pour le gestionnaire de flotte, c'est de pouvoir agir en connaissance de cause et pas subir. On a eu un cas d'école chez Xavier qui nous rapportait hier soir, restitution d'un véhicule qui a 3 ans, 150 000 km, à peine 3 ans, 150 000 km. Le conducteur avait oublié de signaler que le véhicule était endommagé. On parle simplement de 7 600 € de travaux. Et le conducteur a dit « j'ai oublié de te le dire ». Bon, ce qui n'est pas un problème pour LDC. Bah, multiplié par le nombre de restitutions, je pense que ça devient un petit problème quand même annuellement. Et c'est là où on prend le relais aussi souvent, c'est que l'objectif là-dedans, c'est qu'on va mettre à disposition du collaborateur une application qui est reliée à notre outil de gestion, et qui est donc relié à son gestionnaire. L'idée, encore une fois, c'est de mettre le collaborateur dans un schéma où il va faire, par exemple, des états des lieux de son véhicule régulièrement, une fois par mois. Par exemple, il a obligation avec son appli de faire le tour du véhicule. Il va avoir également les bornes de recharge à disposition à côté. Enfin, on va essayer, encore une fois, de lui simplifier la vie, mais également, comme je disais tout à l'heure, le gestionnaire n'est plus dans ses cités, puisque le collaborateur va lui renvoyer la data au fur et à mesure. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que, encore une fois, dire qu'on va mettre des véhicules plus propres, etc., mais quelque part, si le collaborateur n'est pas formé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de TCO, il a entre 20 et 30% du TCO sous le pied, le collaborateur, il ne faut pas l'oublier. Donc si derrière on ne l'accompagne pas, on peut lui mettre un très beau véhicule hybride électrique entre les mains, finalement le TCO ne va pas lui diminuer, on l'a vu même, il va certainement augmenter, il ne sait pas forcément bien le conduire, il peut y avoir des sinistres, enfin, tout ça, ça s'enchaîne. Et donc, à un moment, il faut aussi qu'on lui mette à disposition quelque chose entre les mains, très simple, pour lui faciliter remonter la vie vers le au gestionnaire. quotidien, quoi. On va être obligé d'avancer un petit peu rapidement parce que le temps... On avance. Ici, c'est une redite de ce qu'on disait. Juste sur la partie ROI envisageable, et un chiffre à retenir sur ce que l'on propose comme service sur de l'analyse purement sinistralité. Aujourd'hui, sur une flotte qui est peu maîtrisée ou pilotée, ce qui est quand même relativement le cas, comme tu disais, Laurent, c'est quand même des gains sur le budget dommage au véhicule qui sont de l'ordre de 12 à 15% annuellement. Donc derrière, il y a des vrais leviers autour de l'aspect économique. Et deuxièmement, je reprends l'exemple de la pyramide, c'est qu'il faut casser cette chaîne de sinistres parce qu'on est tous là pour travailler autour du non-risque corporel. Donc ici, ce qu'on propose de présenter, c'est justement le dispositif, parce que on a plein de bonnes intentions, plein d'idées pour améliorer tout ça, mais comment est-ce que ça se décompose? Donc c'est une offre de service qu'on a montée avec Optimum, qui est complémentaire et un tiroir. Donc c'est pas parce qu'on se lance dans la gestion qu'il faut d'un coup se dire ok, je vais tout maîtriser, le comportement, l'autopartage, le CO2 mesuré à la virgule, je vais faire tous mes avantages en nature au réel, etc. Il faut y aller étape par étape parce que de toute façon, la tâche est relativement grande. Ce que disait Xavier sur le déploiement de son outil, c'est quelques années de travail avant de pouvoir réellement bénéficier de l'outil. Donc dedans, comment est-ce qu'on décrit ça? Une partie qui va être de la gestion de flotte de base. C'est quoi? Des entrées-sorties. C'est-à-dire j'ai des véhicules qui rentrent, j'ai des véhicules qui sortent, j'ai des conducteurs, je les affecte. Mais déjà ça, c'est loin d'être gagné. C'est de savoir où est le véhicule rattaché à quelle agence et à quel conducteur. Alors là, si, je crois qu'on l'avait prêté à un tel, mais quand vous multipliez ça par le nombre de véhicules, le risque qui est que j'ai oublié qu'il y avait un véhicule peut-être à restituer,
Le loueur, lui, ne va pas l'oublier. Donc, c'est toute cette partie-là sur laquelle on va aussi s'occuper des coûts. D'accord ? Donc, on gère des véhicules, des ressources et des coûts affectés aux véhicules. Là, derrière, qu'est-ce qui arrive ? C'est directement ce que l'on propose sur de la maîtrise de la sinistralité de bout en bout. Comme tu disais, Laurent, le conducteur, il est embarqué systématiquement dans la même application. Il va venir déclarer tous les dommages qui se présentent sur son véhicule. Sur chaque dommage, ne nécessite pas une déclaration chez l'assureur, parce qu'autrement, on va avoir un problème de prime l'année d'après. Mais par contre, la bonne orientation du dossier dès son apparition est essentielle pour justement s'assurer qu'économiquement, je vais être le plus optimal. Deuxièmement, assurer aussi la maîtrise des réparations pour que le véhicule ne reste pas embourbé. Ça, c'est un phénomène qui s'accélère aujourd'hui et qui coûte très cher avec des doubles loyers. C'est de suivre la réparation du véhicule et d'éviter qu'il reste coincé quelque part dans une carrosserie. Donc, c'est tout ce qui va être autour du sinistre, la maîtrise des délais, la maîtrise des coûts afférents. Et l'introduction, parce qu'on parle beaucoup d'empreinte carbone, mais aussi on a tout ce qui est animation sur l'introduction de la pièce de réemploi. Un véhicule qui a 2 ans et qui est en location, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable d'en proposer si c'est disponible, mais il n'y a rien qui interdit cette manipulation. Après, on a l'analyse de conduite, donc de la remontée de données, oui, mais qu'est-ce que j'en fais ? Justement, je vais pouvoir analyser le comportement dynamique du conducteur sur toutes ces données qui remontent, comme elles sont agrégées. Tout à l'heure, on parlait en début du sujet qui n'est pas neutre, de la participation et de l'avantage en nature. Le fait de collecter toutes ces données-là nous permet d'envisager de manière fiable de l'avantage en nature au réel. Et ça, c'est un véritable levier aussi par rapport au conducteur. C'est-à-dire que le conducteur, qui pourrait être au forfait actuellement, ne sera pas pénalisé de sa sous-consommation et de la surconsommation de son collègue, mais on est capable de le faire directement là-dessus. Oui, l'exemple plus concret, c'est que quand moi je vais travailler avec un client, où par exemple, les commerciaux sont réticents le fait de mettre un boîtier de gestion, simplement de ça, et de la data carrément du véhicule. Si je leur explique qu'on peut les passer à l'avantage nature au réel, et que fiscalement ils ont un intérêt, alors là, le discours change, et la data les intéresse. C'est toujours le même sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces data, et qui va en profiter. Et là, et on voit nous les tendances d'ailleurs dans nos métiers. En ce moment, j'ai énormément de clients qui nous questionnent sur l'AEN. Donc on voit bien que c'est un sujet dont on n'a pas déjà depuis tout à l'heure. Après, comme on disait, pas vu, pas pris. Hein, c'est toujours le même souci. Sur des flottes qui sont plus ou moins dispatchées sur le territoire, la découverte, là, la petite anecdote qu'on évoquait avec les 7600 €, j'ai oublié d'en parler à mon gestionnaire de parc ou à mon manager. Ok. Ceci étant, effectivement, si on embarque le conducteur dans un état des lieux régulier, 6 mois, 8 mois, 1 an, peu importe, même s'il a oublié quelque chose, justement, nous, on va venir apporter ce retraitement de données et de se dire attention, monsieur le conducteur, vous avez juste oublié de nous déclarer que vous avez frotté allègrement un rail de sécurité. Donc peut-être qu'il faut en faire quelque chose. Ou vous avez oublié de nous dire que le pare-choc arrière est cassé, etc. Donc là, c'est un dispositif qui permet justement au gestionnaire de flotte de ne pas être aveugle pendant 36 mois et découvrir le 37e loyer, mais de se dire, à cycle régulier, je maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'on répare systématiquement. Mais ça veut dire que j'ai au moins conscience et je peux prendre des décisions et je me mets dans une situation de proactivité plutôt que de subir la blague à la sortie. Après, la géolocalisation, comme tu disais, Laurent, la télématique, c'est une chose, la géologue, c'en est une autre. Est-ce qu'on en a réellement besoin ? Est-ce que la géolocalisation peut ne pas être utilisée d'ailleurs pour redonner du confort aux collaborateurs parce que je vais trouver une optimisation, peut-être qu'un meilleur pilotage de ma tournée ou de mes rendez-vous seront aussi intéressants pour mon confort. Donc la géolocalisation, c'est un vilain mot qui commence tout doucement à s'adoucir, mais aujourd'hui, la télématique n'écale pas forcément la géologue. On peut, hein, si les besoins s'en font sentir. Derrière, on règle aussi on tente de diminuer le risque lié au vol ou au pointage. On a un client avec qui on discute sur je ne sais pas où sont mes équipements. On ne parle pas forcément de voiture, mais je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés sur tel ou tel chantier. Donc quand je mets tout ça bout à bout, au final, est-ce que financièrement, déjà, mon équilibre économique est encore là sur cette partie-là. Je vais demander d'accélérer parce que là, on va devoir mettre fin à cette présentation. L'autopartage, mais ça, on en avait parlé tout à l'heure. Des états des lieux à répétition quand je suis en autopartage, justement. La gestion de mission, toujours pareil, embarquer le conducteur dans la même solution. Et le covoiturage dont on a parlé tout à l'heure. Oui, alors l'intérêt de tout ça, c'est qu'on essaie de mettre dans un seul environnement
les différentes briques. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de prestataires. Et le client, s'il se dit, alors, il faut que je prenne une solution autopartage là, il faut que je fasse mon éco-conduite ici, il faut que je prenne de la télématique, il s'en sort plus, il va dire, il va falloir que j'interopère tout, c'est trop complexe. Nous, notre vision, c'est qu'on propose à chaque client la rosace complète, et on lui dit, OK, en fonction de nos véhicules, services, fonctions, partagées, on va ouvrir, fermer certains services. À chaque fois, les problématiques, on va les traiter avec vous. Aujourd'hui, on a même rajouté le crédit mobilité qu'on peut gérer dans notre outil avec nos propres systèmes. Et donc on a un TCM de mobilité. Et du coup, le client sera rassuré de savoir qu'on va pouvoir traiter son sujet du jour. On va pouvoir l'accompagner sur les prochains, électrification, autopartage, etc. Je ne vais pas y revenir. Et puis, chaque personne qui va se connecter sur notre environnement, RSE, RH, exploitation, il va avoir finalement que ce qui l'intéresse lui. Donc la data, on l'a, les services, on les met autour, et ensuite la personne qui va se connecter va voir que ce qui vraiment l'intéresse. Donc voilà, c'est ça aussi l'intérêt de la chose. Là, vous avez une cartographie complète des services. Finalement, oui. Ce matin, la thématique, c'était rendre la mobilité des entreprises durables. On avait tendance à parler énergie, verdissement des flottes, mais là, on voit qu'on intervient aussi sur la sinistralité, sur la sécurité routière, sur l'éco-conduite, donc sur tout un ensemble qui aura un impact effectivement au niveau d'entreprise, et particulièrement, ça peut sensibiliser des gens dans la salle, en tout cas tout ce qui est assurance, prime d'assurance ou autre, qui est lourd. Hein. C'est ça. Alors, on donne la parole justement à un de vos clients qui est utilisateur de ces solutions-là. Je passe rapidement. Voilà, vous avez vos slides, mais vous avez peut-être quelques minutes pour nous présenter justement des remarques par rapport à ce que vous avez entendu. Oui, alors on va en parler juste pour faire le lien, parce que quand on voit marqué Darius, alors que je me suis présenté à Apogée. Apogée est la marque que nous représentons au sein de tous nos adhérents et au sein d'Apogée, puisqu'on fait de la mutualisation d'achat. On a mis un groupe d'experts avec une marque d'expertise qui s'appelle Darius. Voilà. Et moi, je suis chef de la filière mobilité. Donc, quand on dit c'était un Darius, ça veut dire qu'on appelle un des experts. Là, c'est Darius Mobilité. Voilà. Donc, des spécialistes des spécialistes. Oui. Hein, on fait, en fait, là, ici, il y a des experts. Experts en automobile, c'est un titre bien spécifique. Expert en mobilité, alors on va dire. Voilà, expert. Donc, et mobilité avec un S. Parce que vous avez fait référence qu'il y avait un S dans certains cas, chez nous aussi. Donc, aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai entendu, oui, il y a beaucoup de choses. Souvent, il y a une méconnaissance totale de ce que coûte un véhicule, de la mobilité. Donc le TCO, ça veut dire quoi, hein? Et quand bien même TCO, chacun se fait son propre TCO. J'ai peu de connaissances. Entre le loyer, le carburant et l'assurance, ça le fait. Hein. En fait, on va bien au-delà. Quand on parle de location longue durée, puisque une bonne partie des gens sont en location longue durée, il y a 138 critères qui permettent à un loueur de faire un prix. 138 critères, donc vous imaginez bien, hein, quand je demande à vous, faites d'après vous, ils sont capables de ça, 7, 8, 10, 15 critères, et après, voilà. Donc c'est complexe. Alors, je rappelle juste quelques éléments par rapport à l'économie sociale et solidaire dans lequel œuvrent les associations que nous accompagnons. C'est pas du tout connu, en fait, l'ESS, hein, très peu. Et c'est quand même 10% du PIB, hein, 14% des emplois, 10% de l'emploi salarié, 220 000 établissements. C'est 2,4 millions d'emplois en France, 22 millions de bénévoles, donc peut-être avez-vous dans vos familles, dans vos amis, vos connaissances des gens qui font du bénévolat. Et ils en ont besoin si vous voulez passer du temps, sait-on jamais. Il y a un emploi sur 7 qui se fait en milieu rural qui est dans l'ESS, et puis accessoirement 85% des établissements sont hors Île-de-France, donc sur tout le territoire, ce qui pose des sujets d'envergure, on en parlera. De mobilité. Voilà. L'ESS veut dire bien sûr économie sociale et solidaire, je ne l'ai pas dit, mais ça me semble tellement évident. Allez. Donc, des différentes activités dans lesquelles on trouve l'ESS, il y a le handicap, alors physique, avec des personnes à mobilité réduite, mais psychique, et ce qui pose des problèmes de mobilité, on va le voir après. La partie inclusion sociale, tous les gens qui sont exclus, hein, les gens qui sont expatriés parce que politiquement, il a fallu qu'ils quittent le pays. Ça, voilà. La partie sanitaire, c'est papy et mamie qu'il faut aller accompagner au quotidien parce qu'il faut les lever, il faut les habiller, etc. On a la partie petite enfance, ça parle tout seul. La partie action sociale, ceux qui ont des problèmes de logement, des problèmes d'argent où on ne peut pas manger à la fin du mois. Hein. Toute la partie collectivité territoriale. Le tourisme social, puisque des centres de vacances, d'hébergement de vacances, etc. Font partie. La partie enseignement, formation. Et un grand sujet, les personnes âgées, puisque il y en a de plus en plus. Il paraît que c'est pas près de finir. On vit plus vieux, hein, c'est normal. Protection de l'enfance également. Voilà. Alors,
dans tous ces cas de figure, et y compris les très très grands réseaux de l'ESS qu'on peut connaître, notamment dans les aides à domicile, hein, y a très peu de gens qui sont dédiés, il y a très peu de gens avec des connaissances, ils n'ont pas d'outils ou très peu. Dieu Excel est toujours là. Moi, je dis toujours, et j'ai été encore hier à Dijon avec une DAF, une grosse structure, j'ai dit écoutez, c'est simple, jusqu'à 30-35 véhicules, Excel, c'est génial. Après, c'est un suicide financier. C'est simple. Voilà. On me dit ah bon? Oui, vous avez combien de véhicules? 200. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, pour vous dire. Donc, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout outillés. Et alors, si on parle de gestion de la mobilité, c'est au secours. C'est en fait, on traite les urgences. Voilà. Donc, la réalité des associations, c'est ça. Alors, on a souhaité travailler avec ces deux messieurs et leurs entreprises parce qu'aujourd'hui, quand on s'occupe de 9500 adhérents, c'est autant de besoins qui sont soit identifiés, je vous contacte, j'ai besoin d'eux, ou des besoins qui sont latents mais qui ne sont pas capables d'ailleurs ni de comprendre le besoin, ni de mettre un nom sur le besoin. Ça me coûte cher. D'accord. Et en fait, le risque routier n'est pas traité. Les cartes carburant, il y en a une pour tout établissement, chacun fait ce qu'il veut. Les véhicules de service, qui, je rappelle, au terme de l'URSSAF, doivent rester sur l'établissement le soir. On ne peut pas rentrer avec. C'est juste une tolérance. Et c'est toléré si et seulement si il y a une solution type télématique qui permet de s'assurer qu'il y a eu un retour direct. S'arrêter pour chercher le pain, les courses, chercher les gamins, c'est retoqué, véhicule de fonction. Donc toutes ces réalités-là, on les a. Donc on a travaillé avec ces messieurs parce qu'aujourd'hui, on a besoin, nous, de les aider, nos adhérents. Alors on fait de la mutualisation d'achat, mais Darius Mobilité est un intermédiaire de conseil qui va donc conseiller pour faire les diagnostics de ce qui se passe avant de mettre en place des solutions. Mais après ça, on va aussi les aider à faire de la gestion au quotidien, du fleet management. Donc on travaille avec ces messieurs parce qu'ils nous disent, voilà, je m'en sors pas, j'avais 3 établissements, tant j'avais 17, ça devient compliqué, il faut verdir, c'est compliqué. Donc la panel de solutions qui ont été proposées juste avant sont pour nous du pain béni parce qu'en fait, on a des solutions très adaptées. Alors, j'ai fait un slide assez rapide. On a une réalité au niveau de la mobilité et voir des gens qui sont là de l'État, ça me fait du bien parce qu'il y aura quelques retours. On a des besoins nombreux et très divers de mobilité, ça on l'a bien compris au vu de toutes les activités que nous représentons. Évidemment, il y a beaucoup de véhicules partagés parce que quand on fait de l'aide à domicile, des fois ils sont à 4 sur un seul véhicule. Donc quand on commande un véhicule pour eux, on commande 4 jeux de clés. Ou alors on prend un service de véhicule partagé et puis avec un smartphone, mais ils ne sont pas tous équipés de smartphone. C'est le premier sujet dans les ESS. Ils n'ont pas l'argent pour ça. Certains n'ont même pas d'ordinateur, pour tout vous dire. Voilà. Donc véhicule partagé pour permettre, mais on ne sait pas ce qu'ils font avec en fait. Voilà. On n'a pas ou peu de personnel dédié, je l'ai dit. Le premier sujet des ESS, c'est que le salaire moyen dans les ESS est à peu près 10% en dessous les salaires médians en France. Donc c'est déjà pas sexy financièrement. Et c'est donc un grand sujet. On a des budgets qui sont bloqués. Alors, j'ai mis des acronymes PPI et CPOM, ça ne va pas parler à grand monde. PPI, c'est un plan pluriannuel d'investissement. Donc, vous devez donner à 5 ans le nombre de voitures par an que vous allez acheter et à quel prix. Je vous laisse imaginer depuis 2 ans comment c'est simple de tenir les PPI. Ça a pris 18% rien que sur une seule année d'augmentation de prix moyen budget d'un véhicule neuf. Et CPOM, c'est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. C'est quand on est en location, c'est pareil, on doit dire ce qu'on va dépenser. Donc, pas simple du tout. Donc, je redis au cas où vous n'étiez pas là, monsieur, vous étiez, je crois, en visio. La visibilité à long terme, oui, on a les PPI à 5 ans, on ne peut pas là, se dire, monsieur de chez LDC l'a très bien dit, fin 2024, sur les véhicules électriques, on a pour l'instant 50% sur les avantages en nature. Après, donc, c'est ça rejoint le besoin effectivement d'une bonne connaissance et d'une bonne vision à plus ou moins long terme de la réglementation. Exactement. Recours aux indemnités kilométriques. On a les aides à domicile. Aujourd'hui, la majeure partie sont en indemnités kilométriques. On a accompagné 6 de nos adhérents sur le même département il y a 1 année et demie, où ils ont fait migrer 1300 personnes qui étaient avec des indemnités kilométriques, les mettre avec un véhicule de service. Pourquoi ? Parce que les gens, c'est simple, hein, le véhicule d'occasion entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 a pris 43,7% de prix moyen de vente. Donc 43% de hausse, ils ne sont pas capables de le financer. Ils sont au SMIC ou à peine et souvent sur des temps partagés. Donc pas le moyen de changer un véhicule, ils ont déjà du mal à l'entretenir, voire de l'assurer, vous imaginez.
Donc les indemnités kilométriques, il y en a un grand nombre, et ça pose sujet, c'est qu'aujourd'hui, pour venir travailler dans l'ESS, il faut qu'ils aient un véhicule. Et ils n'ont pas les moyens. Et quand il faut le changer, j'ai plus les moyens, donc je vais quitter l'ESS. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et tout ça, c'est de la mobilité qui est liée. Hein. On a des véhicules pas toujours adaptés. Alors là, pareil, je me tourne vers vous, monsieur, j'ai rien contre vous, hein, je vous rassure. C'est juste que nous pondent des grandes lois sur des gens qui sont dans les bureaux, qui sont jamais sortis du périmètre parisien, qui savent pas ce qui se passe en dehors. Vous pourrez faire passer ça à vos collègues. Monsieur ne fait pas les lois, hein, il les applique. Mais par contre, il est en rapport avec ces messieurs. Il y a un ancien législateur dans la salle, il pourra nous en dire 2 mots tout à l'heure. Vous avez aujourd'hui des obligations de verdir, mais les véhicules ne sont pas là. Quand vous avez un handicap psychique, vous prenez des gens, vous prenez souvent des véhicules 9 places, mais qui ne sont pas complets, puisqu'il ne faut pas mettre plus d'un certain nombre de gens, sinon ils se tapent entre eux. Donc, et au bout d'un certain temps, ils ont ce qu'on appelle un seuil de décompression. Donc ils pètent un plomb, ils cassent tout dans la voiture. Donc quand vous avez un véhicule électrique qui fait, quand tout va bien, 300 km d'autonomie, ça c'est quand on est chargé à 100% et qu'on finit à 0, ce qu'il ne faut pas faire. Vous vous arrêtez sur le plein, faire le plein d'énergie sur l'autoroute, ça ne charge pas très très vite. Et donc quand ils pètent le plomb dans la station, vous avez la maréchaussée qui se pointe, enfin, vous voyez un peu le problème. Donc c'est pas du tout prévu pour. Et malheureusement, ils ne sortent que du diesel. Donc c'est un sujet. Et on a vraiment des vrais problèmes de matériel qui ne sont pas du tout adaptés en fait. C'est pour ça que je voulais... En fait, ce témoignage est intéressant parce qu'on n'y pense pas. On pense aux cas classiques, mais effectivement, il y a beaucoup de cas spécifiques auxels il va falloir adapter. Alors, je vais aller dedans directement, comme ça on va y aller. Quand on parle de la chasse aux SUV, parce que c'est gros, c'est générateur de beaucoup de consommation, etc. En fait, quand vous avez papier et mamie, quand on dit oui, il faut les mettre dans les Clio, en fait, ils tombent dans les Clio. Donc les aides à domicile se cassent le dos à les retenir, parce que quand les gens font 80, 90, 100 kilos, et quand il faut les ressortir, c'est pareil, ils se cassent le dos pour les ressortir, c'est trop bas. Donc il faut des véhicules hauts, parce que l'âge moyen progressant, les gens ont moins de facilité physique pour rentrer et sortir des véhicules. Donc nous, on est un peu serré quand on entend ça, parce qu'en fait, c'est prendre aucune réalité. Et pour en discuter avec certains, même constructeurs, des gens qui sont d'une marque nationale, qui sont avec des actionnaires étrangers, mais une marque nationale, qui fabrique leurs véhicules à l'étranger. En fait, c'est un monsieur qui est ingénieur qui avait imaginé les sièges d'un véhicule, je ne vais pas citer, pour le foutre mal à l'aise. Ils n'ont même pas eu l'idée de tester en mettant leurs fesses dans le siège avant de le mettre sur le marché. Il est très mal commode ce siège. Donc en fait, j'ai l'impression que souvent les gens prennent des décisions dans des bureaux sans avoir été même... voilà. Quand on vit à Paris avec toutes les facilités, c'est facile d'imaginer un forfait mobilité durable. Quand on est en province, en race campagne, en montagne, avec des problématiques, si j'ai pas un 4x4, je ne sors pas de chez moi en fait à certaines périodes de l'année, et forcément ça pose un sujet. On ne demande pas de réponse, mais voilà. Vous allez un petit peu accélérer parce qu'effectivement... Bon, les salaires, j'en ai parlé. Le temps est... Et puis là, une petite courbe qui est très simple. En bleu, vous avez le prix, le salaire, l'indice SMIC horaire depuis 2010. Et en jaune, vous avez la progression du prix d'un véhicule neuf. Je me suis arrêté à 2022 parce que 23, ça prenait une pente qui était assez pentue. Donc ça montre aujourd'hui que les problèmes de mobilité ne sont pas prêts de s'arrêter parce que le verdissement avec véhicule électrique, ça devient juste infernal. Allez, on va se détendre un petit peu. Donc on a des attentes bien sûr fortes, des véhicules sur personnalité réduite, les espaces verts, c'est pareil. Comment voulez-vous électrifier les véhicules à espace vert? C'est un vrai sujet. Livraison de repas qui sont consommateurs d'énergie, puisqu'on a des températures forcément. Véhicules pour personnes âgées, donc les SUV, donc pour s'asseoir, c'est pas que simple. Et puis des 9 places, puisqu'aujourd'hui on a un vrai problème. Il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliers de véhicules 9 places qui attendent une solution. Ford a annoncé qu'il fait un véhicule hybride rechargeable essence, mais pas tout de suite pour le 9 places. Donc on n'a toujours pas de solution. Voilà. On a des prestations, donc nous qu'on recherche qu'il faut qu'elles soient adaptées, innovantes, parce qu'il faut les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, il faut trouver des choses nouvelles, accessibles, j'entends bien là, financièrement, mais pas que, et puis qui permettent de respecter les budgets, parce qu'encore une fois, ils veulent bien mettre un peu d'argent si ça permet de faire des économies, et finalement qu'au budget ça se passe bien. Mais sinon, ils ne peuvent pas. Les PPI et les CEPOM font qu'ils sont bloqués. Alors, mise en œuvre simple, j'ai bien mis en gros simple, parce que des choses qui sortent, c'est très bien. Quand ce n'est pas du tout lisible, compréhensible, et qu'il faut avoir fait le tour des cabinets d'avocats et conseils multiples en ayant payé pour comprendre ce qui est écrit. Aujourd'hui, par exemple, les questions qu'on me pose régulièrement, est-ce qu'aujourd'hui, si je prends un forfait mobilité durable, alors que j'ai un véhicule de fonction, mais pour éviter de le prendre justement
je peux peut-être prendre le tram ou le train ou le bus ou ce que vous voulez. Comment que ça se passe? Est-ce qu'on peut me rembourser? Ou est-ce que si je prends le transport collectif avec minimum 50% remboursé, est-ce qu'on me le rembourse si j'ai un véhicule de fonction? Ça, c'est des questions. Vous voyez, là, par contre, je suis preneur de la réponse, si vous l'avez. Vous aurez un coworking après pour vous répondre là-dessus. Des prestations qui ne perturbent pas l'activité, hein, papy et mamie. Si on dit oui, alors le véhicule, il faut l'emmener pour ceci, cela. Non, ils veulent que, en fait, papy, si on doit venir le lever, le laver, l'habiller, lui faire à manger, l'emmener en rendez-vous médical, etc., il faut des prestations un peu innovantes, savoir que on nous emmène un camion qui vienne faire la révision sur place, en fait, pendant qu'on est en train de s'occuper de papy et mamie. Ça, c'est les prestations qu'on met, donc la géolocalisation avec les réservations de manière à pouvoir faire en sorte que papy et mamie, on ne les laisse pas dans le lit toute la journée. Être mobile, bien sûr, tout en respectant le budget alloué, puisque de toute façon, on n'a pas le choix, et dans un contexte de forte inflation. Encore une fois, on a dit sur les avantages en nature, il y a des choses sur l'électrique, mais il n'y a pas que ça. Hein. Les amortisseurs non déductibles, on peut en parler. Hein. Quand on voit le prix en une seule année, 18% du prix véhicule neuf, ils n'ont pas été revus depuis je ne sais pas combien d'années. Voilà. Sachant que les constructeurs sont jusqu'à 5 augmentations par an et qu'ils ont diminué les remises. Hein, tout ça en même temps. Voilà. Oh, vous avez beaucoup d'attentes. Hein. Beaucoup. Mais heureusement, on a des partenaires qui nous amènent des solutions et innovantes. Donc, voilà, on a beaucoup d'attentes. Alors, merci pour... non, je vais reprendre la petite zapette. Voilà. Merci pour votre témoignage. L'illustration, c'est de se dire que finalement, là, on vient de prendre un cas spécifique et vous êtes passionné, vous le connaissez bien, de l'ESS. Ça pourrait être transposé sur d'autres cas. C'était en fait illustrer le fait que entre la volonté du législateur, la difficulté pour l'administration de mettre une réglementation qui soit lisible, qui soit suivie, tout ça nécessite effectivement que ce soit adapté à chaque secteur d'activité. On a vu l'entreprise, on a vu vous le secteur associatif, et c'est quelque chose, la mobilité, d'extrêmement complexe. Finalement, c'est notre vie du quotidien, quoi. Hein. On gère aussi des structures qui sont du public, qui nous disent, alors on a un problème, c'est qu'en fait, on n'a pas plus de budget, mais ils nous contraignent à des choses qu'on n'est pas forcément obligé de respecter. Hein. Une association, un CCAS, un centre communal d'action sociale, par exemple, qui fait de l'aide à domicile, donc est financé 100% par le public, mais ils ne sont pas obligés de respecter la LOM concernant le pourcentage de verdissement. Ça, c'est incroyable. Des grandes questions. En tout cas, si on avait monté cet atelier aussi, c'est parce qu'un jour, il y a 1 an et demi, j'avais reçu un mail au titre du MAP en nous disant, voilà, moi j'ai en charge le verdissement d'une flotte et je ne sais pas comment faire, est-ce que vous pouvez nous aider? C'est d'ailleurs une mutuelle qui fait aujourd'hui de la publicité sur la télévision au niveau national, donc pour la reconnaître. Donc ça veut dire que voilà, il y a des vrais questionnements. On a essayé d'y répondre aujourd'hui. Est-ce que vous voulez apporter une petite conclusion rapide sur vos apports par rapport au public ici? La conclusion, en 2 mots, c'est la data, oui, mais comment on l'utilise et comment on la transforme en action concrète, parce que, comme Jean-Luc nous évoquait, comme Xavier évoquait, des problématiques, il y en a tous les jours. Elles progressent, donc comment est-ce que je transforme en action concrète et comment est-ce que j'accompagne le gestionnaire de flotte, mais n'oublions pas le principal acteur qui sont les utilisateurs conducteurs. On voit les problématiques qui existent chez Jean-Luc, qui sont très complexes à gérer déjà opérationnellement. Rajoutons une couche de verdissement, rajoutons une couche de sinistralité, et on voit que tout n'est pas rose, mais il y a des solutions. Laurent, un petit mot de conclusion? Oui, moi... Non, ça marche, mais... Pardon. Oui, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui, c'est que on est sur ce genre de discussion. Nous, on passe notre temps finalement à essayer d'anticiper ce qui va arriver et d'accompagner nos clients pour leur faciliter la vie, mais de toute cette mouvance réglementaire, etc. Donc, moi, je trouve ça passionnant parce que quand je vois le métier qu'on fait aujourd'hui par rapport à celui qu'on faisait il y a encore 5 ans ou 10 ans, ça a totalement changé. Et on essaie d'y répondre. Donc, on a encore une fois mis plein de sujets sur la table aujourd'hui. On essaye de notre côté d'y répondre un petit peu. Et puis, on voit qu'il y a plein de bonnes idées. Donc, c'est plutôt encourageant. Très bien, merci. Merci pour...